Allô Morgane, comment ça va? Ça va super bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter? Donc, je suis Morgane Armini. Je suis responsable de la sous-traitance, donc des pigistes pour un grand cabinet international. Et j'ai développé aussi une petite chaîne YouTube qui s'appelle Comprendre la LOC pour aider les étudiants en traduction et les jeunes diplômés en traduction à se positionner sur le marché du travail, leur donner des informations d'un point de vue de cabinet de traduction. Qu'est-ce qu'on regarde dans un CV, l'énergie générale de la personne. D'ailleurs, on va parler de ça aujourd'hui. Est-ce qu'il faut modifier son CV selon le poste ou l'endroit qu'on applique? Ça peut être bien, ça dépend si c'est un poste de traduction. Le CV peut être a priori être envoyé de façon similaire d'un employeur à l'autre. Si c'est pour envoyer pour un poste par exemple, de gestionnaire de projet, là, il y aura peut-être des éléments différents à ajouter dans un CV. Bien s'assurer de mettre si vous avez l'agrément, parce qu'il y a certaines agences qui travaillent beaucoup avec des gouvernements. Puis, un employeur prend combien de temps avant de décider s'il rejette d'emblée un CV ou s'il l'examinera vraiment attentivement? Plus le recruteur aura reçu d'annonces, plus il aura tendance à aller rapidement sur les CV. Donc, c'est là où l'importance d'avoir un CV percutant qui donne l'information dont l'employeur a besoin tout de suite sur le CV, de façon lisible. Ça va l'aider à présélectionner un CV. S'il y a eu peu de réponses, là, l'employeur devrait a priori passer un petit peu plus de temps sur un CV, parce que l'employeur peut après passer du temps, s'il le souhaite et s'il en a le temps, d'aller sur Internet, faire ses propres recherches, avoir son avis sur la personne avant de se décider. C'est pas obligatoire de faire des recherches sur Internet. Parfois, si le CV est vraiment bien présenté, qu'il y a des hyperliens vers un site ou un profil LinkedIn ou vers des podcasts, un blog, etc. Tout ce qui permet au candidat de se mettre en avant va aider le recruteur à se faire une idée rapidement parce qu'il a tout qui est servi finalement dans le CV. Les recruteurs, comme tu dis, n'hésitent pas à fouiller dans les moteurs de recherche, dans les réseaux sociaux pour savoir davantage. Est-ce qu'il faut mettre nos comptes privés finalement? D'avoir une image professionnelle sur le net est très important parce que ça fait preuve de maturité. S'il y a une visibilité sur Internet, assurez-vous que si un employeur tombe dessus, que ça soit à votre avantage. On peut être pénalisé par notre image, mais est-ce qu'on peut aussi être pénalisé selon notre expérience, par exemple, si on a fait une pause personnelle? Je pense pas, du moment qu'il est possible de les expliquer. Et puis ce qui peut être intéressant de rendre positif une pause, c'est de dire qu'est-ce que vous avez profité de faire pendant cette année. Si c'est faire le tour du monde, c'est parfait, ça montre que c'est une personne qui est curieuse, qui aime aller vers les autres, qui aime préciser ce que l'on souhaite, se former, de rendre positif en fait cette pause. C'est quoi la différence entre un CV et une carte professionnelle? Alors, la carte professionnelle, elle est toute petite. Et en général, c'est plus pour se souvenir d'une personne, savoir. Donc c'est le nom d'une personne, son titre, les combinaisons de langues dans lesquelles elle travaille. Si c'est toutefois c'est un traducteur, alors que le CV va développer ce qui s'est trouvé sur la carte professionnelle. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y en a un qui prend moins de place. C'est surtout comme une espèce d'aide-mémoire pour la personne qui reçoit la carte, alors que le CV va vraiment développer tout ce qui se passe derrière cette carte. Ceci dit, aujourd'hui, les cartes professionnelles ne sont plus toujours nécessaires, étant donné qu'on peut partager son profil LinkedIn avec un code QR sur LinkedIn directement. Après, là, je tombe dans des généralisations, mais si tu as en face de toi un employeur qui est plutôt senior, il sera peut-être plus à l'aise avec une carte professionnelle parce que c'est de sa génération. Si tu as un recruteur qui est beaucoup plus jeune, qui est à peu près du même âge que toi, il voudra peut-être juste partager le code QR de son profil LinkedIn pour pouvoir ensuite t'appeler. Puis il y en a d'autres qui seront peut-être tellement visuels qu'ils voudront avoir une carte pour écrire dessus et se rappeler à cette personne-là, je lui ai dit ça, nanana. Elle voudra peut-être écrire sur la carte. Donc je dirais que c'est un plus sans être une obligation. Ce qui compte, c'est que tu puisses t'adapter à différentes situations. Comment on se démarque des autres postulants ou comment on se met de l'avant si on n'a pas d'expérience? Si le traducteur, donc je pars du principe que c'est un traducteur qui est diplômé et qui n'a pas eu, par exemple, de stage.
comment est-ce qu'il peut se démarquer par ses activités personnelles, par exemple ses loisirs, s'il a une passion qui l'indique dans son CV, parce que lorsqu'il y a des loisirs avec des passions, ça signifie que le traducteur il a une connaissance de la terminologie et du milieu. Ça fait que c'est ça de moins à corriger pour un recruteur, pour ses équipes en tout cas. C'est aussi s'il y a eu des prix ou des distinctions d'ordre linguistique, de bien les indiquer dans le profil. Comment se démarquer également, ça peut être de créer un blog, de se créer sa propre visibilité pour démontrer ses aptitudes en rédaction, ou alors en éloquence, par exemple, avec des podcasts qui font preuve de débrouillardise. Donc, c'est vraiment de mettre l'accent sur ces différentes expériences. S'il y a eu des emplois étudiants, de bien indiquer, plutôt que de lister les tâches, comme par exemple serveur dans un restaurant, plutôt que de mettre service aux clients, ça pourrait d'ajouter une section comme compétences développées, gestion des priorités, gestion de mon sang-froid, organisation de mon emploi du temps, travailler en équipe, des mots-clés. Donc, pour rehausser la valeur de cette expérience qui a l'air anodine, alors qu'en fait, il y a eu des réelles compétences qui ont été développées en arrière. Donc, se poser cette question, qu'est-ce que ce travail m'a appris? Même si ça n'a pas lien avec la linguistique ou la traduction. Exactement. En revanche, évitez, si vous avez été 10 fois serveur, vous n'allez pas mettre 10 fois serveur, vous allez mettre expérience professionnelle pertinente. Ce qui sous-entend qu'il y en a d'autres, mais on a fait une sélection. Et ça, c'est important pour l'employeur, ça signifie que tu es effectivement capable de prioriser. C'est pas grave si tu n'as pas d'expérience dans un domaine, parce qu'aujourd'hui, les agences, le marché de la traduction et du marché en général au Québec est tellement tendu, le marché de l'emploi, que les agences vont former des juniors, même s'ils n'ont pas d'expérience. S'ils ont un intérêt, ou s'ils savent pas, ça peut être un plus aussi, parce que s'ils savent pas, du coup, l'employeur va dire, est-ce que ça t'intéresse de faire tel ou tel domaine? Parce que c'est là où il y a des besoins. Mais moi, j'ai aussi quelques conseils que j'ai reçus. Étayer vos connaissances informatiques. Donc, on sait tous des programmes comme SDL Trados, mais il y en a plein d'autres qui sont gratuits, dont Omega T. Ça a l'air un peu des années 80, leur site, là, mais c'est très pratique si tu veux juste traduire. Dire la différenciation entre Mac et PC, lesquels ordinateurs tu utilises dans ton temps libre, être présent sur les réseaux sociaux, bâtir un réseau avec LinkedIn, c'est important de collaborer avec des gens de partout dans le monde. C'est vraiment enrichissant. Juste, tu sais, comme sur LinkedIn, ça dit « Ah, 13 personnes ont vu ton profil. Ça me montre que j'ai quelque chose à dire, finalement. » On peut aussi trouver des posts, des fois, sur un sujet qui t'intéresse vraiment. Il y a plein de posts que j'ai reçus avec LinkedIn qui m'ont écrit pour savoir si je voulais être prof. Même si j'ai pas encore un diplôme en tant qu'enseignante, mais on m'a donné des postes en tant que formatrice pour adultes. Et plus tu as de l'activité sur LinkedIn, plus ton profil va être visible. Et pour continuer à répondre à ta question, comment se mettre en avant aussi quand on n'a vraiment pas d'expérience, d'indiquer si on a de l'expérience avec des outils de traduction, c'est hyper important de le mettre au début du CV. Parce que c'est une des premières choses que va regarder un cabinet, encore une fois, de traduction. Je ne parle pas de clients directs, mais les cabinets de traduction, une des premières choses qu'ils vont regarder, c'est est-ce que vous êtes bien diplômé? Quelle expérience vous avez en traduction? Donc moi, je conseille toujours de mettre l'expérience professionnelle que vous avez pertinente avec le poste pour lequel vous candidatez en premier, et vous mettez à la fin votre diplôme, si possible, de façon subliminale à montrer que vous vous positionnez en tant que professionnel. Vous n'êtes plus étudiant. Vous mettez en avant vos compétences, votre expérience. Et de mettre les outils de traduction, comme c'est aujourd'hui la façon de traduire. C'est obligé d'être traducteur quasiment et d'être technologisé, à part pour certains domaines, notamment créatifs. Donc de bien mettre les outils de traduction sur lesquels vous avez de l'expérience
et de distinguer ceux pour lesquels vous avez une licence. Parce que si vous avez une licence, ça signifie que vous possédez l'outil. Et ça, c'est très intéressant pour l'employeur de savoir que vous possédez l'outil. Encore une fois, ça montre que vous êtes professionnalisé. Si vous avez de l'expérience, vous mettez expérience de façon à ce que l'employeur ne croit pas que vous le possédiez. Si, par exemple, c'est pour un emploi à la pige, ça sera important que vous ayez l'outil que vous listiez, sinon il peut y avoir des déceptions. Donc, distinguez bien ça, expérience versus possession de la licence et donc de l'outil. Aussi, pour se démarquer, il y a des activités que la jeune génération pratique davantage que des traducteurs davantage établis. Moi, je pense notamment aux jeux vidéo. Si vous avez des capacités, si vous aimez les jeux vidéo, vous êtes un féru de jeux vidéo, vous l'indiquez et vous détaillez l'expérience que vous avez là-dedans. Quelle tâche en particulier? Parce que c'est un domaine qui est exponentiel au niveau du volume et il n'y a pas assez de spécialistes et c'est parmi la relève linguistique que se trouve cette expertise-là. En tant que joueur et en tant que cette double compétence, vous êtes joueur, vous connaissez les milieux en plus du jeu vidéo et en plus de ça, vous êtes traducteur. Donc là, bingo, boum. Et ça peut, avec peu d'expérience, ça peut juste vous rehausser. Donc c'est pour ça, si vous êtes un fan de jeux vidéo, vous dites bien les types de jeux vidéo avec lesquels vous travaillez, les genres. Et une autre expérience aussi, c'est tout ce qui est le milieu des applications mobiles. Si vous êtes talentueux avec la technologie, de grâce, mettez-le dans votre CV parce que ça va direct vous distinguer des autres traducteurs, même si vous y avez avec peu de compétences. Pourquoi? Parce qu'à la sortie d'université, peu de traducteurs sont à l'aise avec les outils de traduction qui sont utilisés quasiment tous les jours par les cabinets de traduction. Donc, si vous avez déjà cette aisance technologique et que vous le montrez, ça va rassurer votre employeur. Il va se dire, il a de l'aisance technologique, par exemple, création de sites web, développement d'applications, de podcasts, etc., développement d'une chaîne YouTube. Tout ça, c'est à votre avantage et ça va rassurer l'employeur de se dire, ça va être facile pour lui de travailler avec les outils puisqu'il travaille déjà avec la technologie. On m'a dit aussi que c'était bien de s'investir à long terme comme bénévole. Oui, c'est important de se faire rémunérer puis connaître sa valeur. Mais je pense notamment à une amie qui avait commencé une start-up, désolée pour l'anglicisme, puis je lui ai proposé mes compétences en tant que traductrice, puis elle a accepté, évidemment, parce que c'est, 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 c'est juste gagnant pour elle, gagnant pour moi, parce que je le mets dans mon CV. Puis finalement, ça a permis de vendre un peu plus parce que ça atteint un plus grand public. Puis elle m'a donné des produits gratuits. Mais aussi regarder des webinaires, c'est important. Puis montrer qu'on est un futur professionnel engagé, une future professionnelle engagée aussi, c'est très important. Donc, tout à fait. Et parlant de ça, c'est très bien que tu soulèves ce point-là. Ça peut être ajouté aussi dans le CV. Si vous avez suivi des formations en plus de la formation universitaire, c'est important de le lister. Encore une fois, ça démontre une curiosité et un besoin de se dépasser ou de se perfectionner. Et ça peut toujours être vu de façon positive. En gros, de montrer que même s'il n'y a pas eu de stage nécessairement, il y a quelque chose qui est là chez cette personne. Donc, comment est-ce qu'elle occupe son temps en dehors de l'université finalement? Il faut savoir aussi qu'il y a certains cabinets de traduction qui offrent des postes qui ne sont pas de traduction, mais qui sont soit de gestion de projet. Donc, si quelqu'un est vraiment beaucoup de débrouillardise, c'est un poste qui pourra lui être proposé. Donc, à ce moment-là, le traducteur peut aussi poser sa candidature pour ce type de poste. Et donc là, il faudra qu'il démontre ses capacités en gestion de projet dans son CV, qu'il les mette en avant. Et il y a aussi des postes qui peuvent être, c'est hybride entre gestion de projet et linguiste. Ce sont des personnes qui vont aller jouer en quelque sorte dans les mémoires de traduction et qui vont jouer avec les glossaires, la terminologie. Donc, c'est un croisement entre la technologie, donc les outils de traduction, les mémoires de traduction et la linguistique. Et donc, il y a aussi ce type de poste, pas nécessairement dans tous les cabinets de traduction, mais ils existent dans certains. Donc ça peut être aussi un bon compromis. Et donc, si jamais c'est un poste qui est offert aux candidats, c'est bien de dire oui, l'important c'est qu'il rentre dans le milieu du travail. Si on est capable de faire un stage, est-ce que c'est plus rentable de faire 3 stages pour essayer d'explorer nos compétences, nos domaines, ou c'est mieux de rester
loyal à un même endroit? Moi, personnellement, quand je trouve des CV avec une personne qui a eu 3 stages dans la même entreprise, moi, ce que ça me dit, c'est que waouh, elle a dû être vraiment performante, cette personne, parce que le stage lui a été offert 3 fois. Et même s'il n'y a pas eu de poste après, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas performante. Ça veut juste tout simplement dire que le poste n'a pas pu être ouvert à la sortie. N'empêche qu'elle a été redemandée 3 fois, sinon elle n'aurait pas été demandée 3 fois. Si on voit, par exemple, que la personne a eu 3 stages dans 3 agences différentes, ça veut dire que tu as voulu voir comment ça se passait ailleurs. Et c'est tout à fait louable. Donc, les deux sont bons. Ce qui est important, c'est d'avoir, si possible, d'avoir un stage dans un cabinet, si on souhaite ensuite travailler dans un cabinet ou à la pige pour ce cabinet, parce que ça veut dire que tu connais déjà les codes. Et donc, que ce soit dans le même cabinet ou dans 3 cabinets différents ou dans 3 endroits différents, c'est pas grave. L'important, c'est que tu as au moins trouvé des stages. Et a priori, quand tu as un stage, c'est qu'il y a quand même une sélection qui s'est faite, donc c'est quand même bon signe. C'est mieux de travailler dans un cabinet que commencer comme traducteur indépendant. Ça dépend de son parcours. Puis aujourd'hui, c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a une diversité de parcours. Ça dépend de ce que la personne veut. C'est du choix qu'elle a eu. Si la personne, elle est plus de nature entrepreneuriale, elle préférera peut-être être à la pige. En revanche, il faut qu'elle se bâtisse son réseau. J'ai plutôt la tendance à croire que c'est plus simple de commencer en tant qu'employé, ne serait-ce que pour avoir une espèce de formation professionnelle, d'être formé par ses pairs sur des outils de traduction, comment ça fonctionne à l'intérieur. Comme ça, ensuite, quand tu te sens prêt, tu bascules à la pige et tu connais déjà les codes de l'interne, ce qui fait que tu seras un pigiste excellent. Est-ce que c'est mieux d'avoir de l'expérience dans plusieurs domaines ou essayer de focusser dans un domaine en particulier? Puis si oui, quand et comment on se spécialise? Lorsque tu sors de l'université, que tu as, entre guillemets, peu d'expérience, je trouve ça bien de montrer que tu as des sortes de spécialisations, mais d'en avoir plusieurs. Comme ça, tu commences déjà à donner ta couleur et à dire à l'employeur, moi, c'est ça qui me fait capoter, c'est ça que j'aime. Parce qu'en général, quand t'es passionné, c'est plus facile de travailler sur ces domaines. Et puis les employeurs, ils cherchent des gens passionnés aussi, des gens qui, en général, ces personnes-là vont faire des recherches. Elles ont tendance à être plus, on va dire, compétentes. Et encore, même ça, c'est assez généralisé. Mais ça peut être bien de montrer qu'il y a des domaines, tu sais ce que tu veux finalement. Donc ça peut être intéressant. Après, si tu ne sais pas où t'en es, ce qui t'intéresse, t'as le droit. Le droit. Tu mets juste, sur ton CV, tu peux mettre les domaines. Si t'as pas encore de spécialisation, tu peux mettre les domaines dans lesquels tu as déjà de l'expérience, de façon à contourner l'aspect spécialisation. Ça, c'est important d'ailleurs dans le CV de mettre, donc en dessous de son nom, quel titre on a, traducteur, réviseur, dans quelle combinaison de langues, d'indiquer les domaines dans lesquels on aime travailler, ou alors où on se spécialise, ou dans lesquels on a de l'expérience, dépendant du degré d'expérience. Mais c'est toujours rassurant pour un employeur de savoir que son traducteur a déjà de l'expérience dans différents domaines et où se spécialise, dépendant de l'employeur. Parce que les cabinets, tu as des cabinets qui vont être ultra spécialisés, par exemple en sciences médicales et banque. Si la personne elle est généraliste, ça sert à rien c'est pas un bon agencement. En revanche, si c'est une agence qui a des clients dans n'importe quel domaine et qui voit que c'est assez généraliste le CV, mais par contre, il semble avoir de l'expérience avec la technologie ou d'être assez passionné pour, je sais pas moi, le domaine équestre. Enfin, il fait des choses de sa vie finalement. Il sait un petit peu ce qu'il fait de sa vie, ce jeune ou cette jeune traductrice ou ce jeune traducteur. L'important, c'est, je pense, vraiment de donner de la couleur, de montrer sa personnalité finalement dans son CV. Parce que vous avez des compétences, des spécialisations que d'autres personnes n'ont pas. Votre but, c'est de transmettre des informations, les plus fidèles qui soient, de protéger des marques, de communiquer finalement. C'est la façon, en tout cas, dont moi je vois le métier de traducteur. Donc, ce sont des formations très, très nobles. Puis, on a parlé du CV, on a parlé de la carte professionnelle, mais est-ce que les traducteurs ont besoin de faire un portfolio comme programme d'art plastique?
Tu as mis le doigt dessus, on n'est pas candidaté pour les arts plastiques. Donc le portfolio, je dirais que c'est un atout, mais dans la situation actuelle, là, c'est pas nécessaire. Sauf si tu poses ta candidature pour une agence, par exemple, très marketing, où là, le visuel va être excessivement important. En général, dans le domaine marketing, c'est une généralité, il y a toujours des exceptions. Ils vont chercher des personnes un petit peu plus seniors parce que l'impact de la traduction est tel, les équipes sont tellement réduites là qu'ils ont vraiment besoin de seniors, en fait, de personnes qui sont aguerries. Donc là, le portfolio peut venir rassurer si a priori le profil est junior. Puis c'est quoi les premières choses que les recruteurs cherchent dans les CV? Une attitude professionnelle. Donc c'est montrer dans ton CV ce que l'employeur recherche pour l'aider, pour montrer que tu n'es plus un étudiant. Ça, pour moi, ça c'est très important. Pour te démarquer des autres étudiants, c'est montrer que tu sais quel langage ton employeur parle. Si tu poses ta candidature à un cabinet de traduction, tu lui parles de domaine qui t'intéresse ou de domaine de spécialisation. Tu précises le métier pour lequel tu poses ta candidature. Tu poses pourquoi? Traduction, révision, correction d'épreuves, testeur. Tu es précise. Tu mets les outils de traduction que tu possèdes ou sur lesquels tu as de l'expérience et tu listes les expériences professionnelles pertinentes en lien avec le poste. Ce qu'on veut voir, c'est une histoire, il y a un humain derrière. C'est quoi sa couleur? Qu'est-ce qu'il fait vibrer dans sa vie? Qu'est-ce qu'il aime? Où est-ce qu'il veut aller? Dans la traduction, qu'est-ce qui l'attire aussi? De grâce, sauf si vous êtes autorisé à les nommer, ne mettez pas les noms des clients sur lesquels vous avez travaillé parce que ça peut être très mal perçu par votre employeur. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de garder des informations confidentielles. Et ça, là, ça rigole pas. Donc, c'est important de mettre un titre générique. Si vous avez travaillé dans le domaine de l'informatique, c'est de mettre j'ai travaillé pour un chef de file dans le domaine de l'informatique. Et puis, vous pouvez même mettre une petite note à la fin du CV ou même lorsque vous ne citez pas les noms des clients, noms des clients protégés sous clause de confidentialité. Et alors ça fait monter un CV en flèche. Qu'est-ce qui se passe après l'entrevue? Est-ce qu'on doit faire des tests de placement? À quoi ça ressemble? À quoi s'attendre? Ça dépend d'un cabinet de traduction à l'autre. Donc, j'estime que si tu as été accepté, c'est qu'a priori, il y a un test qui a été fait, de test de sélection ou de voir les domaines dans lesquels tu es le plus à l'aise. En général, les tests qui sont donnés, c'est sur des clients réels. Les agences vont cacher ou pas les données sensibles, les informations sensibles, pardon, puis peut-être même vous faire signer une clause de confidentialité, ou alors ils vont donc les cacher. Et après, c'est d'une agence à l'autre, ça varie. Mais a priori, si vous êtes junior, vous aurez un encadrement. Parce que le recruteur sait pertinemment que si vous êtes plus ou moins débutant en milieu de la traduction, vous allez avoir besoin d'un encadrement. Donc, a priori, ils vous mettent dans des équipes dans lesquelles vous serez encadré. Parce que vous êtes nouveau, de toute façon, pour que ça marche en tant qu'employé, c'est important d'être encadré. Donc, vous allez recevoir normalement des formations sur les outils utilisés, type de clientèle. Ça devrait être bien encadré en termes généraux. Il y a beaucoup de mes collègues qui se demandaient à quoi ça ressemblait vraiment un test de placement. C'est-tu comme 150 mots d'habitude? Ça dure 1 heure, je crois, 1 heure ou 2 heures. Alors, il y a un petit peu une règle tacite. C'est en général un test qui ne devrait pas durer plus de 2, max 3 heures. Et c'est beaucoup de 3 heures. En général, les tests peuvent être genre 1 heure. Ça peut être 250 mots. Après, ça dépend. Si par exemple, il y a plusieurs postes ouverts pour l'employeur. Donc là, je parle de traduction. Par exemple, traducteur traducteur médical, traducteur ingénierie, traducteur marketing. Et il se trouve que toi, tu as ces 3 compétences dans ton CV. Ben, tu vas passer 3 tests pour savoir là où tu es le plus performant. Ce qui fait qu'ensuite, tu vas être placé dans l'équipe où tu es le plus performante. Et voilà. A priori, ils vont pas vous faire des tests qui vont durer toute la journée là. Parce qu'ils savent que vous devez aussi gagner votre vie. Donc, puis il faut que eux aussi ils aient le temps de les corriger. Donc, ça serait a priori des tests de 250 mots, peut-être 500 mots, mais pas très longs. J'imagine qu'ils ne vous font pas utiliser encore les outils de traduction pour les tests de placement. Ce qui compte pour eux, c'est vraiment la qualité linguistique. Parce que c'est eux qui vont vous former après
sur les outils en général de traduction de mémoire. Et qu'est-ce qu'on peut faire après? Demander à l'employeur s'il pouvait recevoir la correction. S'ils l'ont corrigée, elle est disponible. Donc, c'est important pour que toi, tu puisses t'améliorer. Pourriez-vous m'envoyer le corriger afin que je puisse, moi, me perfectionner et que je sache où je m'en vais, qu'est-ce que je dois travailler? Parce que c'est une attitude super positive. Comme ça, tu laisses une bonne image. Là. Après, s'ils ne veulent pas, ça leur appartient. Mais tu demandes, comme ça, tu montres que tu souhaites t'améliorer. C'est tout à ton honneur. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Sur ma chaîne YouTube, Comprendre la LOC LOC pour localisation, et aussi tout simplement sur LinkedIn. Et aussi, j'offre des services de coaching, d'accompagnement, alors pour n'importe quel type d'objectifs que les personnes souhaitent atteindre. C'est des coachings en domaine de la programmation neuro-linguistique. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Annabelle.